s'il y a bien quelque chose qui dérange profondément beaucoup dans ce pays, c'est le fait qu'une musulmane qui porte un foulard ose se présenter comme une féministe. Et je l'assume, parce que pour moi, le féminisme est une notion radicale, selon les mots de Simone de Beauvoir, qui fait des femmes d'abord des êtres humains. Et alors, j'ai pas fait exprès, mais j'ai retenu une citation de Jean-Paul Sartre. Bien sûr, je l'ai pas fait exprès, hein, parce que Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, et qui me parle, parce que surtout, dans ce combat et dans cette lutte-là contre ce racisme qu'est l'islamophobie, ça me parle. Donc Jean-Paul Sartre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, l'important n'est pas ce que l'on fait de nous, c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on fait de nous qui est essentiel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en tant que musulmane, féministe, qui porte un foulard, française, depuis 4 générations, puisqu'on continue au bout de 4 générations de me dire, oui d'accord, ok, mais c'est quoi ton origine? Parce qu'évidemment, dans ce pays, il n'y a qu'une certaine population qui a toujours une origine et qui est toujours renvoyée à cette origine pour mieux l'exclure en fait du champ de la citoyenneté. Donc moi, je passerai à peine sous silence la double portion de frites à la cantine, le pain au chocolat, nos ancêtres les Gaulois, le combat essentiel de la République contre le foulard, qui est un appel finalement et qui renvoie à quelque chose qui est quantifiable et qualifiable, c'est que dans ce pays, 80% en moyenne des victimes et des cibles de l'islamophobie sont les femmes musulmanes. Et je dis ça parce que quand je la rime à ce que je suis en tant que présidente d'un collectif de féministes qui rassemble des femmes de toutes appartenances, y compris athées, sans religion, voilées, pas voilées, des féministes historiques comme Christine Delphi qui ont travaillé aux côtés de Simone de Beauvoir, j'aimerais avec vous, tout au long de cette litanie, cette logorée de faux débats qui sont convoqués, comme le burkini, le foulard à l'école, le foulard dans les sorties scolaires, le foulard à l'université, le foulard dans les restaurants, le foulard dans les bowling, le foulard au café. J'étais il n'y a pas très longtemps dans un café face à la gare du Nord à Paris, et le gérant du café vient me voir en disant « Madame, ici vous êtes dans un espace laïque. Je vous remercie, j'étais pas au courant, mais je vois pas en fait, je vois pas pourquoi vous me dites ça. » Tout ça pour vous dire quelque chose, c'est que 80%, oui, des victimes de l'islamophobie, et ça se traduit comment au quotidien pour des milliers, des centaines de femmes dans ce pays au jour le jour, entre les insultes, les crachats, les retourne dans ton pays, retourne dans ta cuisine, retourne, prends ton chameau et retourne chez toi quand par exemple je conduis une voiture. Ben, fais gore, et j'en passe, des insultes. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ce sont des passages à l'acte, aux agressions physiques. Parce qu'actuellement, dans ce pays, être islamophobe, c'est faire acte de patriotisme. Et quand vous avez des hommes et des femmes politiques qui sont obsédés par le sort fait à la femme musulmane, vous avez pratiquement, on ne va pas grossir le trait, mais pratiquement chaque mois, des appels au meurtre et à des agressions physiques des femmes musulmanes. Et dans ce pays, quand on attaque, on agresse des femmes musulmanes, ça n'émeut pas grand monde. Et surtout pas les féministes, en tout cas celles que moi je nomme pseudo-féministes. Parce que quand on est féministe, on défend les droits de toutes les femmes. Y compris quand on n'est pas d'accord avec la façon dont elles sont habillées. Parce que le foulard, il a la signification que moi, en tant que sujet, je lui donne. Et tant que je n'ai pas ouvert la bouche et pris la parole pour dire ce qu'il signifie pour moi, je n'autorise personne, ni homme, ni femme, à dire ce qu'il veut dire ex nihilo et hors sol. Bravo. Nous sommes, alors beaucoup, mais tous mes collègues ici présents sur les tables l'ont dit autrement, donc je ne voudrais pas répéter, nous sommes actuellement dans un climat qui crée sur un mode anxiogène et qui mobilise les peurs, des représentations à l'endroit d'un corps qui est constitué comme un corps d'exception. Les ennemis de l'intérieur, la menace. Et en fait, quand vous avez dit toute la litanie des mots terroristes, intégristes, salafistes, radicalisés, vous avez en fait
pour résumer tout ça, ce qui résume tout ça, c'est le terme musulman. Alors moi, ce que je voudrais, et Abdelaziz il l'a très bien dit, c'est repolitiser la lutte contre l'islamophobie. Pourquoi? Parce qu'on a bien souvent tendance, les uns et les autres, et notamment celles et ceux qui sont la cible des victimes d'islamophobie, à verser bien souvent dans ce qu'on appelle un racisme moral, un anti-racisme moral ou conventionnel. Moi, je le vois, j'ai été professeur il y a quelques années, maintenant je suis formatrice dans l'Institut d'études supérieures. Je précise avec mon foulard parce que c'est la question qui vient tout de suite après. Donc avec mon foulard, c'est pas négociable, j'entends être jugée sur mes compétences et ce que je suis et pas la façon dont je suis vêtue. Et ça, pour le coup, ça vaut pour les femmes qui portent un foulard comme moi, ça vaut pour les femmes aussi qui s'habillent comme elles l'entendent, que ce soit talons aiguilles, mini-jupe et autres. Et c'est pour ça que quand je parle du droit des femmes à disposer de leur corps, je mets sur le même plan, parce que je défends le principe que le fait d'imposer à une femme de porter un foulard relève de la même violence que de lui interdire de porter ce même foulard. Et en tant que militant des droits humains, et en tant que femme et en tant que féministe, on devrait être d'accord là-dessus. Défendre des droits et se porter à côté de toutes celles qui subissent des agressions islamophobes. Et ça va du verbal jusqu'à l'agression physique. Nous sommes malheureusement depuis des années embarqués dans des débats qui sont mobilisés sur un registre obsessionnel, l'obsession de l'identité. C'est une obsession profondément idéologique. Et là aussi, j'ai envie de répondre, mon foulard, d'accord, ce n'est pas mon problème, c'est votre obsession. Donc réglez votre obsession avec les personnes compétentes. Je voudrais aborder avec vous peut-être 3 questions qui me tiennent à cœur, notamment dans le débat. Je voudrais vraiment ensemble, les unes et les autres, au-delà de nos appartenances particulières, qu'on arrive à déconstruire un mythe national qui lie de manière consubstantielle dans ce pays l'émancipation des femmes avec la laïcité. S'il y a une vaste fumisterie dans ce pays, c'est de dire que c'est la laïcité qui a émancipé les femmes de ce pays. Les femmes dans ce pays, comme dans tous les pays du monde que je connais et où j'ai été rencontrer des femmes magnifiques, engagées, résistantes, et ça va d'Angela Davis ou John Scott aux États-Unis jusqu'à Sisters in Islam en Malaisie, et du nord au sud, comme Yamina Traoré et d'autres. Ce sont les femmes qui, en rentrant en résistance sur le terrain des luttes, ont acquis leurs droits. Ça n'est jamais ni des hommes, ni encore moins de la laïcité qui a donné leurs droits aux femmes. Ça, il faudrait vraiment qu'on y travaille pour désimbriquer la laïcité dans ce pays. Parce que je ne comprends pas ce que la laïcité, pourquoi, est arrivée à chaque fois aux droits des femmes dans ce pays. Deuxième en fait, argument idéologique qui est sans cesse mobilisé, c'est qu'évidemment, vous comprenez que dans ce pays, si on discrimine les femmes musulmanes, c'est pour notre bien. Et comme je suis belge, j'arrive pas à voir que c'est pour mon bien en fait. D'accord? Donc finalement, c'est ça, c'est on veut me libérer malgré moi. D'accord? Donc je crie avec vous ici, présente et pressant, ne me libérez pas, je m'en charge. Et enfin, dernier point, cette façon d'avoir et d'être, en fait, en instrumentalisant de nobles principes, parce qu'on parle de l'égalité homme-femme, des droits des femmes, des valeurs universelles, ce sont des nobles principes. Sauf que la façon dont ils sont mobilisés est retournée pour mieux asseoir une domination de la part de personnes qui se découvrent féministes ou défenseurs des homosexuels, quand il s'agit des musulmans et de l'islam. Au bout de plusieurs années, on a compris maintenant la logique et nous ne rentrerons pas dans le rang et nous ne resterons plus jamais silencieux. Les musulmans et les musulmanes de ce pays sont des citoyens à part entière. Ils demandent à l'institution et à la République de tenir sa promesse la plus sacrée, c'est de garantir nos droits fondamentaux et nos libertés individuelles. Et quand j'entends de la part du ministre de la Famille, tiens c'est bizarre, la famille adossée aux droits des femmes, ça n'a interrogé personne en tant que féministe dans ce pays. Vous savez la fameuse répartition des rôles. Quand j'entends une secrétaire d'État aux droits des femmes, pour ne pas la citer Pascal Boitard, venir me dire
venir me dire que je suis aliénée, que le propre de l'aliéné, c'est d'ignorer mon aliénation. Donc finalement, j'ai aucune issue de secours. Hein. Quoi que je fasse et quoi que je dise, je suis aliénée, je suis ostracisée, je suis même auto-aliénée. Quand on entend la porte-parole de M. Fillon, qui, la semaine dernière, arborant une croix arménienne de manière très ostentatoire, répondre, voilà, je sais que ce n'est pas une référence, à Caron Fourest, par rapport au signe ostensible, et lui répondre oui, mais que cette croix qu'elle portait n'était pas un signe d'oppression, tous nos concitoyens qui ont regardé, en fait, ou assisté au débat, ont tous compris une chose. Ce que vous avez compris, c'est pas comme le foulard. Alors, donc je vais conclure, parce que l'idée, c'est aussi quand même que la parole circule. Je voudrais juste dire, pour terminer sur ces idées fortes, que nous sommes toutes et tous comptables et requis là où nous sommes. Il ne faut pas, en tout cas moi j'évite au maximum de jouer les uns les unes contre les autres. C'est-à-dire que c'est très bien que le CRIF fasse ce qu'il fait là où il est. C'est très bien que le CCIF fasse ce qu'il fait où il est. C'est très bien que MF, KFD, que PSM, je vais en oublier, vous avez pardon pour les oublis, c'est pas volontaire. Nous sommes requis dans ce que nous savons le mieux faire. Et nous faisons le mieux dans nos organisations respectives. Le but et l'enjeu, c'est vraiment de créer une synergie pour sortir de l'entre-soi, parce que malheureusement, nous sommes encore dans l'entre-soi sur ces questions de lutte contre l'islamophobie. Mais juste, j'en terminerai par les raisons d'espérer, parce que je suis une éternelle optimiste devant l'éternel, sur ma formule consacrée, c'est que les raisons d'espérer existent parce que les lignes bougent, et elles bougent y compris de l'intérieur de syndicats, de partis politiques, d'organisations, pour faire court, non musulmanes ou dont l'objet, le cœur d'activité n'est pas l'islamophobie ou le racisme. Ça bouge parce que nous sommes arrivés à un cran où l'inacceptable est susceptible d'arriver à nos portes demain. Et que de ce point de vue-là, il nous faut travailler toutes et tous ensemble au meilleur. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Attila, ou moi-même tous, non, je crois que c'était le frère, par rapport, c'est comment veut-on faire société ensemble? Dans quelle société voulons-nous pour nous, mais pour nos jeunes? Moi, j'ai une fille qui a le même âge, qui a le même âge qu'Aya, et il faut travailler à ça, c'est-à-dire à donner, à voir et à visibiliser les solidarités, les alliances qui fonctionnent avec des individus qui, elles aussi, travaillent du sein de leurs organisations à faire bouger les lignes et à faire reconnaître l'islamophobie comme un racisme plein et entier. Or, actuellement, nous sommes encore dans l'islamophobie, une opinion. Je vous remercie infiniment et pardon.